Bienvenue sur RP Média, bienvenue aussi à l'émission Instant Géopo. Nous recevons aujourd'hui M. Boubacar Salif Traoré pour traiter du thème suivant, les initiatives de paix dans la bande sahélo-saharienne. Beaucoup d'encre a coulé sur cette question-là, sur cette zone-là, sur tous les problèmes du monde qui se cristallisent dans cette zone. Et des fois, on s'y perd dans les explications. Et la plupart du temps, les explications qui sont données sont des explications partisanes qui défendent des intérêts plutôt que les intérêts des peuples qui sont dans cette zone-là. Et donc, pour décortiquer tout ça, tout ce mélange, nous avons fait appel à un spécialiste des questions de défense, M. Boubacar Salif Traoré. Merci de l'accueillir. Bonjour. Bonjour M. Traoré, merci d'être venu sur notre plateau donc, pour traiter de cette question-là, des initiatives de paix dans la bande sahélo-saharienne. Aujourd'hui, cette bande-là, déjà pour nos spectateurs qui ne situent pas forcément cette bande-là, sur un plan géographique, où se trouve cette bande? Merci de me poser cette question. C'est un sujet très intéressant et assez stratégique. La bande sahélo-saharienne, la zone couverte par cette bande, l'explication dépend des spécialistes. Certains vont de l'extrémité de la Mauritanie jusqu'en Somalie. D'autres s'arrêtent vers le Soudan. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone couvre globalement 8 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 2 fois l'Europe à 28. Donc c'est une immense zone, peu peuplée, parce qu'on estime qu'il y a environ 50 millions d'habitants, des zones souvent pas du tout peuplées, parce qu'il y a d'importantes zones où on retrouve pratiquement 0 habitant au kilomètre carré, une zone hostile, parce que effectivement la sécheresse et les conditions de vie ils sont très très dures. Donc voici grosso modo ce que la bande sahélo-saharienne qui couvre environ globalement 9 à 10 pays, 9 à 10 États. Donc cette zone, c'est l'une des zones les plus chaudes en matière d'insécurité, en matière de guerre, de trafic d'armes, de trafic de drogue, en tout cas de toutes les sources d'enrichissement illicite que le monde peut regorger. Et donc dans cette zone-là, le Mali, l'Algérie, le Niger, la Mauritanie, comme vous l'avez cité, le Burkina, etc., font partie de cette zone-là. Et avec toutes ces guerres-là, depuis la chute du colonel Kadhafi, le guide libyen, cette zone est devenue une zone de non-droit. En tout cas, dans certains endroits de cette zone-là, c'est le non-droit qui prévaut. Ceci dit, il y a des initiatives de paix qui sont nées depuis un certain temps, des initiatives qui sont soutenues par la communauté internationale. Où en sommes-nous? Justement, vous faites bien de le rappeler parce qu'il y a le colonel Kadhafi qui avait lancé la CENSAD, qui est la communauté des États sahélo-sahariens, qui regroupait en tout cas plus de 28 États. Le problème est que au sein de ces États-là, il y a toujours un problème de coopération qui existe, notamment en matière de renseignement. N'oublions pas que dans les années 2000, précisément en 2010, il y a l'Algérie, avec le Mali et la Mauritanie, qui avaient lancé justement le CEMOC, qui est le comité d'état-major opérationnel conjoint de Tamraset, qui était basé à Tamraset. Et donc l'idée, c'était effectivement qu'il y ait une coopération entre ces entités-là, notamment partage de renseignements, et aussi il y avait un volet qui était axé sur les questions de développement. Récemment, vous devez être au courant, on parle beaucoup de G5 Sahel. Le G5 Sahel qui regroupe le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Donc ces États-là ont décidé de mettre en commun leur synergie pour essayer de réfléchir à la fois sur la question de développement, mais aussi sur la question de sécurité. Et je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que la paix d'une addition, d'une somme de pays pauvres dépend des décisions politiques de cette somme de pays pauvres? Là, vous posez une question très essentielle. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut apprendre de nos erreurs. Et je pense que pour nos États, tel n'est pas le cas. La première erreur, c'est la forte politisation de ces structures. On met des structures en place, on les confie justement au chef d'État qui nomme des responsables, et ces responsables-là sont souvent des politiques. Et ensuite, à l'intérieur de ces structures, il y a des stratégies de positionnement des États qui enlèvent toute crédibilité et qui enlèvent toute capacité à porter des priorités. Aujourd'hui, très concrètement, concernant le G5 Sahel, il y a à la fois des priorités en termes de développement, en termes de sécurité,
Et je vois à l'intérieur de ces priorités-là des initiatives comme le lancement d'une compagnie aérienne ou par exemple se concentrer sur la jeunesse. Ce sont des thèmes nobles, mais on aurait voulu qu'il y ait d'abord l'atteinte d'un premier objectif pour ensuite déclencher les autres processus. Vous l'avez dit, les pays pauvres, effectivement aujourd'hui, l'ensemble de ces États-là n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Le G5 Sahel, au départ, avait avancé une somme de plusieurs milliards pour lancer des projets de développement sans fournir quelque part un business plan. C'est-à-dire, on demande de l'argent à la communauté internationale sans que cette communauté internationale ne sache forcément à quoi va servir cet argent-là. Donc ce sont des modèles qui sont voués à l'échec. Est-ce que la communauté internationale, justement, n'est pas partie prenante de l'échec de tous les plans qu'on peut avoir là? C'est vrai qu'on ne peut pas décréter la paix, on ne peut pas prêter la paix à quelqu'un, on ne peut pas emprunter la paix. Et ce que je veux dire concrètement, c'est qu'il y a du sous-développement, il y a ce qu'on appelle le manque d'emploi des forces de travail. C'est vrai qu'on a un sous-emploi des capacités de travail dans ces pays-là. On a dans l'espace CEDEAO, par exemple, on a un État supplémentaire. On pourrait créer un État supplémentaire qui est composé de pauvres, de misérables, de gens qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait la paix ou qui n'ont aucun intérêt à ce qu'un tel système vienne ou un autre système vienne. Et donc finalement, est-ce que l'état actuel de la bande saharo-sahélienne n'est pas un facteur positif pour l'achat des ressources? Parce qu'il y a beaucoup de ressources dans ces zones-là. Est-ce que finalement, ça ne sert pas, le fait que cette bande-là soit dans cet état, ça ne sert pas les nations les plus puissantes pour venir puiser les ressources naturelles et s'en aller en laissant des miettes à quelques personnes? Non, non, là, vous vous adressez à quelqu'un qui est très pragmatique et qui a une vision très claire. Moi, je ne suis pas pour cette idée de complot contre l'Afrique. Je ne suis pas aussi dans cet afro-pessimisme qui consiste à dire effectivement Au-delà du complot, au-delà de l'afro-pessimisme, ce que je veux dire, c'est que quand on n'est pas dans un jeu à somme nulle, quand vous avez deux entités, l'une a besoin de paix pour se stabiliser, pour gérer au mieux ses ressources. Et vous avez une autre qui détient les clés de la paix, qui détient les moyens dont a besoin celui qui n'a pas la paix. Est-ce qu'il le donne de bon cœur? C'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le problème aujourd'hui, et je l'ai souvent dit, la communauté internationale fait ce qu'elle peut. Il y a pratiquement très peu de pays africains qui ont été capables de mettre en œuvre des réformes à l'interne pour pouvoir répondre aux exigences de développement. Vous savez que les réformes sont financées par la Banque mondiale, par le FMI. Ma question, est-ce que tout le monde joue franc jeu dans ce chemin blick? Il n'y a pas un seul État puissant qui a caché ses ambitions au monde entier. L'ambition des pays puissants, ça a été toujours la défense de leurs intérêts. Ils l'ont toujours dit, nous n'avons pas d'amis, nous avons des intérêts. Est-ce que les États africains, dans cette bande-là, défendent leurs intérêts? Voilà, c'est là la vraie question. Aujourd'hui, quand on regarde... C'est l'une des questions. Non, quand on regarde la composition des organisations sous-régionales, que ce soit l'UMA, qui est pratiquement incapable de se réunir, ne serait-ce que pour tenir une réunion afin de définir des actions communes, quand on regarde au niveau de la CEDEAO, ce que c'est que l'intégration, je ne parle pas de l'intégration au niveau politique. Bien sûr, tout le monde parlera de la réussite de l'UEMOA et autres, mais quand on regarde l'intégration au niveau des populations, on sait qu'il y a un énorme problème. Moi, je dis très concrètement, je ne dis pas que la communauté internationale ne commet pas d'erreur, je ne dis pas que la communauté internationale elle est saine, mais très concrètement, il faut d'abord que ces États-là soient capables de montrer qu'ils ont envie de défendre leurs intérêts et de se réunir autour de groupements sous-régionaux pour porter un seul message. Quels sont les ingrédients de l'insécurité dans cette zone et quels sont les ingrédients pour mettre fin à cette insécurité, pour espérer la paix? Ben justement, le problème principal, on l'a tous dit, ça a été l'énorme erreur d'avoir fait une intervention en Libye. Le fait d'intervenir en Libye a tout cassé, ça a cassé des équilibres, parce que la réalité n'est pas simplement... Est-ce que ceux qui ont attaqué la Libye le savaient en amont? Ben justement, ils étaient censés le savoir. Est-ce qu'ils le savaient? Parce que... On vous fait appel pour nous dire s'ils le savaient ou pas? Oui, parce que, très concrètement, il y a eu l'Union africaine qui a mis en place une mission qui s'est rendue en Libye, qui a tiré la sonnette d'alarme.
Le président du Mali, l'ancien président Amadou Toumani Touré, a crié sur tous les toits qu'il ne fallait pas faire cette intervention-là, qui a mis justement en garde concernant le risque terroriste. Il n'a pas été entendu. Donc bien sûr, ceux qui ont fait l'intervention le savaient très bien. Donc on sait pourquoi l'insécurité a contaminé toutes ces zones-là. Ce n'est pas la seule raison. Oui, entre autres. Maintenant, quels sont les éléments qu'on pourrait mettre en place de façon collégiale pour remettre cette zone-là dans une voie de paix? Ben justement, la réponse, elle est forcément au niveau du développement. Au niveau du développement, à plusieurs niveaux. Le développement, c'est un mot global qui englobe un certain nombre de choses. Et principalement, quand on regarde, il faut se concentrer sur l'emploi de jeunes. Aujourd'hui, sur 38 millions de jeunes chômeurs, sur 75 millions de jeunes chômeurs, 38 sont en Afrique. Et cette zone-là, nous avons beaucoup de jeunes. Quand on prend le cas du Mali ou le cas du Niger, nous avons une croissance démographique de pratiquement 3,6%, entre 6 et 7 enfants par femme. Ces pays-là vont doubler leur population d'ici 2050, voire même tripler. Donc, c'est un enjeu important que de se concentrer sur l'emploi de jeunes. Ensuite, il y a les questions liées aux frontières. Il faut se concentrer sur le développement transfrontalier pour essayer justement que les relations entre États via les populations soient des relations apaisées. À partir de ce moment-là, mettre en place aussi des réformes en interne pour qu'il y ait plus de justice. La justice est au cœur du problème, pour qu'il y ait plus de cohérence dans certaines actions. Et ce sont ces premiers ingrédients qui pourront permettre à ce qu'on aille vers une démarche de paix. Je ne crois pas au tout militaire. Dire qu'on va armer les militaires pour aller faire la guerre, je pense que beaucoup se trompent en pensant qu'on va pouvoir gagner la guerre, mais moi je dis qu'il faut d'abord réfléchir sur comment gagner la paix. Donc, voilà. Donc le mot de la zone dont il est question aujourd'hui, c'est le terrorisme. Vous proposez que contre le terrorisme, il faut l'emploi, il faut le développement, il faut la coopération inter-État dans la zone. Absolument. Est-ce que vous pensez que votre message passe? Est-ce que vous pensez que ceux qui doivent percevoir ce message-là, les décideurs pour l'appliquer, sont au parfum de ces éléments-là que vous avez évoqués? Ben justement, c'est-à-dire nous faisons que de tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui. Demain, peut-être que nous nous engagerons en tant qu'acteurs pour amener justement une nouvelle idéologie. Parce que très concrètement, nous ne sommes pas les seuls, je ne suis pas le seul à dire qu'il faut plus de développement pour lutter contre ce fléau-là. Des spécialistes se sont réunis, moi-même j'ai participé à plusieurs réunions dans ce contexte, et arrivé à un certain moment, il faut que le message soit entendu. Il faut que ce soit entendu. De toute façon, il n'y a pas le choix. Très bien, c'était Instant Géopo. Le thème, c'était les initiatives de paix dans la bande sahélo-saharienne. Et pour décrypter tout ça, nous avons reçu Boubacar Salif Traoré, consultant pour les questions de défense, qui a bien voulu nous expliquer ce qui se passe dans ces zones-là, les clés pour recouvrer la paix. Merci Boubacar Salif Traoré, merci d'être venu. Merci beaucoup. Aux spectateurs, je vous dis à la prochaine. Merci.